Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Éducation, les candidats à l'examen d'entrée en 7e année commencent finalement le samedi 31 juillet 2021. C'est un léger décalage effectué par le ministère pour des raisons logistiques. Comment obtenir la libération des détenus dits politiques? Un groupe de leaders de l'opposition a entamé ce mercredi des démarches auprès des autorités. La démarche pilotée par Dr Fayami Limono intervient quelques heures seulement après les images de l'activiste Fonike Mengue qui ont fait le tour des réseaux sociaux et indigné plus d'un. Et puis amener l'informel vers le formel pour une économie soutenue, c'est une préoccupation du département du budget. Il met l'accent sur les installations de centres de gestion agréés dans les communes de la capitale. Dixine en a été doté ce mercredi. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous entamons cette édition par cette brève. Alors que les candidats au CEE devaient affronter les premières épreuves ce vendredi 30 juillet, le lancement a été décalé d'une journée. Ils vont donc entamer l'examen le samedi 31 juillet pour terminer le lundi 2 août 2021. Les raisons invoquées, le nombre élevé de centres d'examen du CEE, leur dispersion et l'obligation d'acheminer les sujets dans des endroits distants entre certaines préfectures et sous-préfectures dont l'accessibilité pose quelques problèmes, explique ce décalage d'une journée. Le MENA invite les IRE, les DCE et DPE, chacun en ce qui le concerne, à prendre toutes les dispositions pour le respect de ce nouveau calendrier. Pendant ce temps, c'est une entame qui coïncide avec de fortes averses, notamment à Conakry. Face à cette situation, candidats, parents d'élèves et même des encadreurs éprouvent de réelles inquiétudes. C'est du moins le constat de nos reporters Diana Bangoura et Lamine Silla. C'est sous cette forte pluie que ces candidats du certificat d'études élémentaires rejoignent les salles de classe pour des révisions collectives. Dans 3 jours, ils affronteront les évaluations sur l'échelle nationale. Aujourd'hui, l'inquiétude est grandissante chez les parents d'élèves, des encadreurs et les candidats eux-mêmes suite aux dangers qui guettent les enfants. Je travaille dans ce moment difficilement parce qu'il pleut beaucoup. De quitter chez moi à Bessiapo, d'ici c'est loin. Les caniveaux il y avait de l'eau. Ils ne pouvaient pas savoir que s'il y avait un caniveau là-bas, tu pouvais tomber. C'est difficile. On devait commencer par les petits et terminer par les grands. Il pleut beaucoup, surtout en ce mois de juillet. Les candidats sont trop petits. C'est un véritable problème. Il est temps de penser aux stratégies pour éviter les incidents majeurs, estime ce père de famille qui propose. Il faut que les parents d'élèves se mobilisent, acceptent d'accompagner les élèves à l'école, dans les centres d'examen, et aussi leur ramener à la maison. Aujourd'hui, ça doit être l'implication, je crois que c'est 3 jours seulement. Tous les parents d'élèves doivent s'impliquer pour aider à ce que les élèves puissent bien faire leur examen. Ça, c'est primo. Secondo, l'État aussi doit tout faire pour mobiliser en fait les services de secours dans des points d'eau à Conakry. Aucune mesure n'est prise pour le moment dans ce sens dans plusieurs établissements de la place. Voyant l'abondance de la pluie, ce fondateur a vite mis les stratégies en place pour sauver les enfants. Il pleut abondamment. Donc dès que j'ai vu cela, j'ai convoqué une réunion tout récemment dans mon établissement, dans mes 2 établissements, parce que ce n'est pas seulement Karaka Fofana. À MLS Spécial, j'ai commencé là. Le vendredi passé, les parents étaient venus nombreux répondre à mon appel. Je leur ai dit de prendre leurs dispositions parce que les enfants sont éparpillés, pêle-mêle. Ils ne sont pas dans un centre seulement, c'est dans plusieurs centres. Ces candidats sollicitent l'aide de l'État afin de les mettre à l'abri des dangers. À retenir que l'examen d'entrée en 7e année est décalé d'1 jour par le ministère de l'Éducation. Ils vont donc entamer les évaluations le 31 juillet pour terminer le lundi
2 août. Au même moment, ce sont plusieurs maisons qui ont été inondées dans la journée de ce mercredi dans le quartier Sangoya. Selon les victimes, les travaux sur la déviation de Sangoya Pharmacie seraient la cause de ces dégâts. Plus de 3 ménages ont été vidés de leur contenu et les victimes demandent à l'entreprise en charge des travaux de tenir compte des dégâts que l'abandon du chantier pourrait causer. Ali Badara Kamara et Mohamed Al-Husseini et Kamara. À Conakry, comme il faut s'y attendre, des fortes pluies sont toujours suivies de dégâts, parfois causés par certains travaux routiers inachevés en pleine saison hivernale. Dans la journée de ce mercredi encore, plusieurs concessions ont été vidées de leur contenu suite au débordement des eaux de ruissellement au secteur 2 du quartier Sangoya. Ce canal d'évacuation d'eau en chantier sur cette déviation en serait la cause. Tout ce qui est électronique, aujourd'hui, je ne pourrais pas estimer. Il y a assez de pertes. Les documents également. Dans la maison, il y a beaucoup d'objets que je ne retrouve plus, c'est-à-dire qui sont complètement dégradés. Et chez mon père également, il avait de ces documents archivés, il a tout perdu. Il y avait aussi quelques outils qu'il a utilisés pour la physiothérapie, parce que là, il est victime d'un AVC. À tout moment, il essaye toujours de se faire masser par ce matériel qui est complètement dégradé. À quelques mètres de là, l'eau a encore endommagé presque tous les appareils dans cette concession avant de se frayer un autre chemin dans ce four. Vers 14h, on a perdu beaucoup de choses. L'eau est rentrée chez nous vers 14h. Le niveau de l'eau m'a atteint. L'eau a gâté plus de 70 pains et tous les sacs de farine sont partis. Non, c'est le demi-sac qui est perdu, que ça qui reste qu'on défaut. L'eau est rentrée dans la maison, tout est gâté. La télé, le lit, bref, tout ce qui est à l'intérieur. Selon ces victimes, les travaux ont été abandonnés bien avant les fortes pluies. Pourtant, l'entreprise en charge des travaux a été bien avisée quant aux dégâts qui pourraient subvenir. Aujourd'hui, ils souhaitent l'implication de l'État guinéen pour éviter le pire. Je demande solennellement à l'État de faire en sorte que cette société qui est en train de faire ce travail vienne très rapidement pour s'en occuper. Parce qu'aujourd'hui, c'est chez moi, mais demain, ça pourrait être chez un autre. Donc, je demande une fois encore que l'État se magne, que l'État met ces gens-là, ces responsables en charge de venir régler le problème. À quelques mois déjà, plusieurs dégâts ont été enregistrés dans la capitale Conakry. Et la pluie ne fait que commencer. Comment parvenir à une économie soutenue en essayant de répondre à cette préoccupation? Les autorités guinéennes se servent des alternatives pour drainer un grand nombre de ceux qui évoluent dans l'informel vers le formel. Pour y arriver, le département du budget a alors initié l'installation des centres de gestion agréés dans les communes de la capitale. Ce mercredi, Dixine a eu l'honneur de se doter d'un centre. Il a été inauguré devant le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence et de nombreux responsables locaux, Djibril Ba et Tierno Sadouba. Depuis l'entame de son 3e mandat, le chef de l'État s'est inscrit dans une dynamique, celle qui consiste à la mobilisation des ressources internes. Pour réussir, de nombreuses alternatives sont utilisées pour une économie soutenue. Convaincre des entreprises à se formaliser n'est pas un exercice aisé, mais les départements de l'économie s'évertuent à créer des centres de gestion agréés. Cela, selon le ministre du Budget, offre la possibilité d'avoir accès au crédit. Des opérateurs économiques qui sont des PME, du secteur informel, les faire venir au niveau du secteur formel, permet d'une part de bénéficier des allégements fiscaux, de les fiscaliser, parce que dans tous les pays au monde, quand on est fiscalisé, on a un avantage concurrentiel élevé par rapport à la levée du fonds. Jusque-là, certaines communes ne sont pas dotées de centres de gestion agréés. Désormais, Dixine entre dans le giron de la transformation économique et sociale souhaitée par le président Condé. La formalisation n'est pas une contrainte, mes chers entrepreneurs et entrepreneuses. La formalisation est une opportunité. C'est pour cela, comme le rappelait Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé,
a défini un régime juridique spécial propre aux centres de gestion agréés pour que les PME, PMI et les auto-entrepreneurs bénéficient d'une assistance adaptée avec des allègements adaptés et étalés sur les premières années d'activité. Tout est mis en œuvre pour la réussite de cette initiative, assure le département du budget. Les conducteurs de mototaxi font partie des corporations ciblées. Par exemple, un jeune motard qui est là, il n'est pas formalisé. Pour lui, il est difficile de se formaliser. Pour lui, il est difficile de grandir. Mais c'est la proximité, on va se rapprocher de ces gens. À date, les centres de gestion agréés s'accroissent. Le processus va continuer, promettent les autorités. Fonike Mengue a bel et bien fait les examens mais reste toujours à la maison centrale. C'est ce qu'affirme Dr Fayami Limono après une rencontre avec le ministre de la Justice ce mercredi. Le président du bloc libéral était en compagnie de Jacques Bonimi et Edouard Zontomou. Ces leaders politiques étaient partis présenter en plaidoyer pour la libération de leurs collègues détenus en prison. Pour le moment, ils disaient être confiants quant à la libération prochaine des prisonniers. Al-Seni Bari, Abdoulaye Kamara. Ils sont 3 leaders politiques à rencontrer le ministre de la Justice. Il s'agit de Fayami Limono du Bloc libéral, Dr Edouard Zontomou de l'UDRP et Jacques Bonimi de l'UPG. Ils sont venus faire un plaidoyer pour la libération des détenus politiques après celle d'Ousmane Gawal, Chérif Ba et Si. C'est pour effectivement plaider leur cause pour que il y ait, ne serait-ce qu'une semi-liberté, parce que ce sont tous des personnes qui ont répondu à une convocation de la justice, et donc il n'y a pas de risque qu'une libération, qu'elle soit qu'elle soit provisoire, ne puisse être dommageable à la procédure que nous attendons tous qu'elle aboutisse. Ils sortent de cette rencontre confiants, car selon eux, le ministre de la Justice leur a expliqué les démarches à suivre pour faire prévaloir un cas de maladie, la grâce présidentielle et la liberté conditionnelle. Nous avons aussi posé le problème des visites et la procédure nous a été indiquée et que le jour où cette démarche est entreprise, le ministre même pourrait intervenir pour que nous puissions rendre visite à nos collègues. Une de nos inquiétudes, ce sont les vacances judiciaires qui sont en train de venir. Le ministre a insisté aussi sur les particularités et que même quand il y a vacances judiciaires, tout dépend de la disponibilité des avocats et des magistrats. On peut faire des procédures exceptionnelles pour ceux qui sont en détention. L'autre inquiétude est le cas de Fonike Mengue qui est apparu ce mardi dans une chaise roulante et mal au point sur des images qui circulent encore sur les réseaux sociaux. Les nouvelles sont rassurantes après cet entretien entre leaders politiques, le ministre de la Justice et le directeur des services pénitentiaires. Il a été effectivement dépêché hier à Ignace Dine pour des examens, mais l'heure à laquelle le détenu a été envoyé là-bas, certains services n'étaient plus à mesure de réaliser les examens qui devaient être faits. C'est ainsi qu'il a été ramené à la maison centrale pour que, aujourd'hui, les examens puissent être faits. Donc, au moment où nous parlons, selon les dernières informations que nous avons obtenues, on attend les résultats de ces examens-là. Cependant, l'activiste se trouve toujours à la maison centrale. Les contacts vont continuer jusqu'à la libération de tous les prisonniers politiques, ont-ils conclu. Comment améliorer la gouvernance en Guinée pour éviter les violences post-électorales? C'est la question au centre des débats entre la société civile, les autorités guinéennes et des partenaires. L'initiative est de la coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance en Guinée. Les membres de cette coalition souhaitent aussi, au terme des échanges, faire des plaidoyers en faveur du dialogue politique et des réformes électorales en République de Guinée. Ouminatou Sidibé, Ibrahim Assori et Kamara. C'est un pilier de la démocratie, mais c'est aussi un foyer de tension. Les élections ont fait trop de victimes et la société civile dit stop. À travers ce cadre d'échange, près d'une dizaine de structures réfléchissent à mieux renforcer le contrôle citoyen des élections et le processus politique.
Depuis sa création en 2018 grâce au soutien du NDI, la COSEC s'est donnée comme ligne directrice la consolidation de la gouvernance démocratique, la promotion des droits civils et politiques, ainsi que l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles en Guinée. C'est à ce titre qu'elle s'emploie activement dans les activités d'observation et de monitoring des actions publiques. Conscients de la nécessité d'une telle initiative, les partenaires à la Guinée ont exprimé leur volonté pour accompagner le pays. Ce diagnostic du processus électoral du pays relève la nécessité d'une réforme globale en précisant les objectifs légitimes de la réforme afin de crédibiliser davantage les processus électoraux futurs. Représenté à cette concertation par le ministère des Droits de l'Homme et de la Citoyenneté, le gouvernement guinéen voit en cette initiative un moyen d'apaiser les élections qui continuent de faire des victimes en Guinée. Quand on voit les jeunes qui ont les soucis pour la paix dans ce pays-là, nous ne faisons que les féliciter. Et je dis ici au nom de mon département, au nom de la ministre de la Citoyenneté, que nous sommes disposés à accompagner ces jeunes et cette plateforme. La coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance en Guinée veut tirer des leçons des élections passées pour mieux préparer celles qui viennent. À son actif, l'observation et des recommandations pour améliorer le processus électoral du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Présentation des rapports d'activité à l'Agence nationale de financement des collectivités locales mardi à son siège à Taouya dans la commune de Ratoma pendant la deuxième session du conseil d'administration qui a duré 2 jours. 2 documents ont été présentés. Il s'agit du rapport d'activité de cette année et le budget réalisé. C'est un reportage de Fatoumata Bintabari, Elhaj Mamadou Saïdou Baldé et Abou Okoria Kourouma. Réunis pour la deuxième fois cette année en conseil d'administration, les cadres de l'Agence nationale de financement des collectivités locales ont mis l'occasion à profit pour échanger sur les rapports d'activité de l'année en cours ainsi que le budget réalisé. Au cours de la précédente année, 789 micro-projets ont été réalisés. Pour la présidente du conseil d'administration de l'ANAFIC, cette rencontre vise à faire le point sur les projets déjà entamés. Il y a des infrastructures qu'on a réalisées l'année dernière, par exemple les écoles, mais il manquait le logement du personnel, c'est-à-dire du directeur de l'école. Donc cette fois-ci, on a demandé le reliquat de 2019 qui restait 2020, on a demandé de financer les confortatifs. Il y a des infrastructures aussi qu'on a réalisées, mais on n'a pas eu suffisamment d'argent pour faire les latrines. Donc tous ces compléments-là ont été programmés cette année, en 2021. Par ailleurs, des retards sont souvent accusés dans la réception des infrastructures. Face à ce problème, des recommandations sont faites. Il y a des PME qui ont 2 ou 3 contrats. Donc on s'est dit que ce n'était pas normal. Donc si quelqu'un a 5 ou 3, 4 contrats, il a un contrat à Zérekouré, il a un contrat à Kankan, un contrat à Labé, il ne peut pas réaliser dans les délais parce qu'il est obligé de se déplacer, d'aller à Kankan, à Zérekouré, à Labé. Donc on s'est dit qu'il fallait donner aux natifs, ceux qui sont les PME qui sont de la région ou de la préfecture. Si vous leur donnez, là, ils sont obligés de réaliser et être dans le délai. Dans la réalisation des futurs projets, Hadja Christine Sagno compte s'impliquer davantage pour la prise en compte des questions environnementales. Parlons santé maintenant. L'hépatite virale B a une fréquence de 19% et 4,4% pour l'hépatite C en Guinée contre 8% en Afrique, un des taux des plus élevés dans le monde d'après l'ONG SOS Hépatite Guinée. Cette augmentation est due à l'indifférence des Guinéens face à ces maladies. À l'occasion de la journée mondiale contre l'hépatite B, nos reporters Fatoumata Bintabari et Abdoulaye Bangoura ont rencontré un gastro-entérologue. Suivez leur reportage. Cet homme qu'on a choisi d'appeler Karim se plaint d'hépatite B. Après 10 années de souffrance, c'est aujourd'hui que les médecins ont découvert cette maladie chez lui, accompagné de 9 autres.
Contrairement à Karim, celui-ci est déshydraté. Il souffre de la même maladie. Après plusieurs mois de mauvaise prise en charge, il est heureux de rencontrer enfin ses spécialistes. Martine, quant à elle, a été dépistée il y a de cela 3 ans. Après un traitement adéquat, aujourd'hui elle est soulagée. Enfin, je me sens soulagée parce que les médecins ils étaient là pour moi, ils m'ont conseillé. J'avais plein de questions à les poser par rapport à ça. Ils m'ont dit ce qu'il faut faire. En plus, le plus gros problème pour moi, c'était le stress et l'anxiété. Parce que je suis tout le temps stressée par rapport à ça. J'avais perdu 6 kilos, 8 kilos par exemple en un mois. L'hépatite virale B s'attaque au foie par des substances toxiques ou des virus. Elle est souvent confondue à plusieurs maladies, ce qui favorise sa propagation. D'après ce gastro-entérologue, ces virus sont différents. 6,66% des gens ont la cirrhose. Nous avons 4,79% de cancer parmi ces 5000-là. Et tous les cas de cancer-là meurent en moins d'1 an après la découverte. Nous avons même des cas de jeunes filles de 18 ans qui meurent de cancer du foie. Donc, c'est une infection qui est là, qui se transmet par voie sexuelle, par transfusion sanguine, par la sueur, par la salive. Des études de l'ONG SOS Hépatite prouvent que les hépatites virales B et C sont plus fréquentes en Guinée avec 19 et 4,4%. La maladie, une fois contractée, sa prise en charge est difficile pour plusieurs facteurs. Rien que le petit flacon pour faire la charge virale coûte 50 millions de francs guinéens. Il faut passer par le stade ELISA avant de faire la charge virale. Les gens sont pauvres, ils sont analphabètes. Pour permettre de renforcer les mesures afin d'améliorer l'accès aux services de dépistage et de traitement, ce gastro-entérologue préconise. Cette exception négative-là, il faut absolument que chacun fasse quelque chose. Chacun se dépiste son partenaire et son entourage. Ceux qui sont malades, on les suit. Ceux qui ne sont pas malades, ils se font vacciner. Les hépatites touchent les personnes âgées de 21 à 30 ans avec une prédominance masculine. De 2012 à 2021, ces médecins ont diagnostiqué et suivi 100 315 patients atteints de ces maladies. Selon l'OMS, seule une personne sur 20 sait qu'elle a une hépatite et seulement 1 sur 100 est traitée. Autre chose dans cette édition d'information, la structure donc illégale en partenariat avec des associations ont procédé au lancement de la 2e édition du projet de lutte contre le changement climatique. La cérémonie s'est tenue ce week-end à Kakimbo, dans la commune de Ratoma, en présence des partenaires de mise en œuvre du projet. Reportage d'Yenebemba Koulibaly et Tierno Sadouba. À l'instar des autres pays, la Guinée subit déjà les impacts négatifs du changement climatique. C'est dans ce cadre que l'ONG Donkin Legal a initié ce projet. L'objectif est de faire participer l'ensemble des citoyens dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons initié le projet suite au constat que nous avons fait par rapport à l'environnement en Guinée. Nous avons constaté que c'est une situation très catastrophique. Le couvert végétal est dégradé, pas seulement dans la capitale guinéenne, mais aussi à l'intérieur du pays. Le directeur exécutif de l'ONG Guinée Convergence Développement Durable s'engage à accompagner ce projet qui contribue directement au développement durable, notamment la lutte contre le changement climatique. On a une commission pour le suivi des plantes et on aura un chronogramme sur lequel on peut évoluer pour venir faire le contrôle, et pas simplement sur cette forêt. À l'intérieur du pays aussi, les associations qui ont des pépinières, ces gens qui gèrent les pépinières sont en train de gérer tous les endroits reboisés. Le représentant de l'UECL a salué le principe adopté par les initiateurs. Il a ensuite invité la population à appuyer cette belle initiative. Cela doit vraiment nous interpeller. Et surtout, nous sommes en train de vivre les conséquences du changement climatique. Et nul n'ignore l'importance de l'arbre en termes de stockage de carbone. Et l'arbre aussi est un bon atténuateur du changement climatique. Selon les spécialistes, au cours des 15 dernières années, des inondations ont causé des pertes humaines et des dégâts matériels importants, en laissant des milliers de familles sans abri.
Et puis le centre e-learning qui a été initié par le gouvernement indien a été inauguré ce mercredi dans l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La cérémonie a mobilisé les responsables du ministère de l'enseignement supérieur. Ce centre permet aux étudiants de la nouvelle génération d'avoir une maîtrise de la langue anglaise et les technologies. Marissa Kamara, Aboubakar Keke Bongoura. La technologie se développe en Guinée. L'université Gamal Abdel Nasser ne voudrait pas être en marge de cette révolution. Aujourd'hui, les responsables sont parvenus à donner des cours en ligne aux apprenants grâce à la collaboration avec le gouvernement indien. Tout est mis en œuvre pour que l'initiative profite aux étudiants sur place. L'on peut remarquer des appareils de la dernière génération. Mais nous avons demandé aussi à l'ambassade de l'Inde comment mettre des enseignants à disposition dans un premier temps en ligne et après faire des formations en présentiel, non seulement pour la jeunesse, mais aussi pour des enseignants-chercheurs de notre pays, parce que qui parle de technologie de l'information parle de langue anglaise. Dans ce centre appelé Inerling, abrité par l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, les étudiants pourront s'inscrire pour faire la licence, le master et des cours de certification. Ici, la clé de voûte de la réussite demeure l'anglais et la technologie. Des cours de formation de certification pour 3 mois, 6 mois. Et si vous postulez, vous venez dans leur plateforme, vous vous inscrivez. Et quand vous vous inscrivez, ils vont étudier la candidature. Si la personne est éligible, vous pouvez bénéficier d'une bourse d'études. Mais si vous voulez payer aussi, il suffit juste d'amener votre dossier, qu'il soit vérifié, est-ce qu'il est éligible. Et ensuite, maintenant, s'il est éligible, vous payez, vous suivez la formation. La Guinée n'est pas à sa première expérience pour ce genre d'initiative. Ce centre permettra alors aux enseignants-chercheurs d'apprendre la langue anglaise, qui est aujourd'hui un outil indispensable pour la maîtrise de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication. Les encadreurs de l'université sont fiers. Donc nous remercions vivement le ministère de l'Enseignement supérieur d'avoir choisi notre université pour abriter cet important centre et aussi remercier l'ambassade de l'Inde pour cette offre qu'il fait à la Guinée. D'autres dispositions sont prises pour la bonne évaluation des étudiants. Ces derniers n'ont aucune possibilité de se permettre de tricher. Remise officielle ce mercredi d'un important lot d'engins roulants à une quarantaine de structures de santé. Il s'agit de 45 motos destinées à 4 régions. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités sanitaires et les hauts responsables et représentants des partenaires. Dienebemba Koulibaly et Laj Aliouba pour le compte-rendu. C'est une dotation d'une valeur de 756 millions de francs guinéens financé par l'Union européenne dans le cadre du projet de renforcement du système de santé en Guinée. Aussi, assurer la continuité des services et l'accès aux soins des populations vulnérables dans un contexte de crise sanitaire. Pour réussir la bataille contre le coronavirus, la chargée du programme santé de la délégation de l'Union européenne sollicite l'accélération des campagnes de vaccination. Le projet a acheté 45 motos pour les structures de santé de première ligne, ainsi que quelques-unes pour les activités de supervision. Les motos serviront surtout pour accéder à des zones enclavées. Ce projet a été mis en œuvre par MEMISA et Fraternité Médicale Guinée et appuyé par l'Union européenne. Les membres des deux structures ne comptent pas baisser les bras pour renforcer le système sanitaire guinéen. Aujourd'hui, je suis sûr que vous êtes fiers de voir ce produit se développer et qui est en train de créer une dynamique au niveau du système de santé guinéen. Nous pensons contribuer au plan national de développement sanitaire de la Guinée, premièrement par le renforcement de capacité du système de santé à fournir une réponse de qualité à la situation Covid et post-Covid. Le chef de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est, au nom du département engagé, à jouer pleinement son rôle de leader pour la pérennisation de la stratégie de santé communautaire.
La santé communautaire a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'état de santé des populations. Cette nouvelle vision concilie l'amélioration de l'offre de soins avec la stimulation de la demande, à savoir une participation et un engagement citoyen. Les dons ont été reçus avec beaucoup de satisfaction par le représentant des bénéficiaires qui n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance aux donateurs. Nous vous assurons de notre ferme volonté, comme dans le passé, à rehausser le niveau des différents paquets d'activités communautaires et entretenir rigoureusement ces motos. La délégation de l'Union européenne en Guinée et Mémisa ont signé par la suite un contrat de 20,75 milliards de francs guinéens pour financer le projet de santé communautaire qui s'élève à 1,8 million d'euros. En région, l'occupation anarchique des emprises des voies publiques refait surface encore dans la commune urbaine de Kindia. Partout aujourd'hui dans la ville, les différentes artères sont illégalement occupées des encombrants physiques. Pour donc faire face à la situation et les libérer, les autorités communales comptent passer à la vitesse supérieure afin de faciliter la circulation dans les jours à venir. Reportage Aboubakar Silla. Les images parlent d'elles-mêmes. L'occupation anarchique des emprises des voies publiques est aujourd'hui une réalité dans la commune urbaine de Kindia, car partout au niveau des différentes artères, les véhicules, les marchands ambulants et quelques étalagistes ont envahi la route. Un envahissement qui a complètement obstrué la circulation de la ville. Il faut baliser la route en faisant la délimitation par la peinture, trouver aussi des poteaux, des cordes de séparation, de délimitation entre le marché et la route, et aussi faire des plaques de stationnement interdits. Ces dispositions sont en train d'être envisagées par les autorités communales qui semblent être préoccupées par la situation. Sur chacune de ces artères, il est très difficile de se frayer un chemin en pleine journée. Les chaussées sont transformées en un lieu de commerce par certains étalagistes. Aucun ignore aujourd'hui ce que la commune urbaine en train de vivre. Les rues sont obstruées. Si nous prenons du commissariat central jusqu'au niveau du centre professionnel de Kindia, pour traverser, c'est tout un problème. Pour désengorger la circulation dans les prochains jours, les autorités communales et les représentants des autres services concernés ont tenu une rencontre d'échange ce mercredi dans les locaux de la mairie à cet effet. Ce que nous voulons changer, essentiellement, c'est la circulation à travers la commune urbaine. L'occupation anarchique de la ville, le passage n'est pas du tout facile. Selon le secrétaire général de la commune urbaine, les propositions de ce travail technique seront soumises au maire de la commune qui à son tour convoquera une session extraordinaire avec la participation des conseillers communaux pour délibération. Mais avant la mise en application des dispositions qui seront prises, un travail est demandé à chaque responsable de service concerné. On a demandé à tous ces secteurs qui ont participé à cette rencontre, on les a donné une semaine pour que chaque entité puisse donner l'information, sensibiliser leurs acteurs. Avant l'application des décisions sur le terrain, un délai d'une semaine est seulement accordé aux occupants de quitter les lieux. Toujours en région, desserte en courant électrique, les habitants de la ville de Koubia souffrent le martyre depuis belle lurette et pourtant des fils électriques sont déjà installés à travers la ville. Mais les populations devront encore attendre l'approbation de l'État pour leur alimentation. C'est un constat d'André Mossier-Milimonou et Aliouba qui ont séjourné récemment au Suvé. L'électricité. Un luxe pour les habitants de Koubia. Cette préfecture manque d'électricité depuis la belle lurette. Pourtant, dans la ville, des câbles électriques sont installés partout. Cet homme nous explique que c'est lors des campagnes électorales que ces fils ont été installés. Mais le courant n'est jamais venu. C'est pendant la campagne électorale qu'on nous a promis de l'électricité. Mais franchement, Koubia est dans l'obscurité. Le courant qu'on voit ici provient des lampes de ceux qui ont les moyens.
Ces installations sont devenues un décor dans la commune urbaine, estiment les habitants. Seuls ceux qui en ont les moyens peuvent bénéficier de cette ressource à l'aide de panneaux solaires ou des générateurs. Il faut débourser 3 à 4 millions de francs guinéens pour installer un panneau solaire afin de regarder seulement la télé. Mais s'il s'agit d'éclairer la maison, une seule batterie suffit. Le préfet de Koubia, quant à lui, confie que l'électrification de la ville de Koubia figure parmi les initiatives présidentielles. Il rassure que le lancement du courant électrique n'est qu'une question de temps. C'est un programme qui est dans le cœur du président, qui c'est lui-même qui gère. Et puis au moment venu, il va procéder au lancement. Les groupes électrogènes, au moment que je me suis investi, étaient commandés. Je pense actuellement que les groupes électrogènes sont arrivés à Conakry. Et qu'au moment venu, le président va donner l'instruction pour acheminer les groupes électrogènes et procéder au lancement électrique. Désemparés de la situation, les habitants de la préfecture de Koubia sollicitent l'aide de l'État. La nuit, la ville est illuminée à quelques endroits à l'aide de lampadaires dont la plupart ne fonctionnent plus pour défaut d'entretien. Et sur le continent, la dernière fois qu'Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont rencontrés, c'était le 25 novembre 2010. Hier mardi, les deux hommes se sont rencontrés après 10 ans de relations interrompues. Une rencontre très attendue par les Ivoiriens et qui pourrait marquer un pas vers la réconciliation nationale. Mamadou Saliouba décrypte les images du service de communication de la présidence ivoirienne. La rencontre est historique. L'image signe d'une Côte d'Ivoire qui se pardonne, qui se parle et qui cherche à aller de l'avant. Personne n'y croyait. Ceux qui étaient hier des rivaux sont aujourd'hui des amis. Après des discussions très détendues au palais présidentiel, les deux hommes s'adressent à la presse. Le président Alassane Ouattara donne d'abord le privilège à son prédécesseur. J'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. La dernière fois qu'ils se sont retrouvés, c'était le 25 novembre 2010, lors d'un débat télévisé à quelques jours de la présidentielle. La suite, la Côte d'Ivoire plonge dans la violence, quelques 3000 personnes sont tuées, Ouattara prend le pouvoir et Gbagbo part à la haie avant d'être blanchi des charges qui pesaient sur lui. 10 ans après, ils se parlent côte à côte. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Réconcilier les Ivoiriens, rétablir la confiance, voilà ce que cherchent Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Et pour y arriver, rien de plus qu'une rencontre très détendue. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter. N'est-ce pas, Alassane? Voilà. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Pour la réconciliation, les deux hommes ont fait un grand pas. Ils ont promis de se rencontrer après le mois d'août avec d'autres figures politiques pour davantage renforcer leurs liens et réunir tous les Ivoiriens.
Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.